Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et rapporteur, mes chers collègues. Face à l'horreur des attentats de 2015, face à la vague de barbarie et de sang qui a éclaboussé notre République, nul d'entre nous sur ces bancs, qu'il soit de gauche ou de droite, ne doute que la première des réponses sera culturelle. La culture est l'antidote à la haine aveugle parce qu'elle nous apprend à respecter l'autre dans sa différence. Tous les artistes de France, musiciens, plasticiens, hommes et femmes de théâtre, cinéastes, écrivains, tous les responsables éducatifs et culturels ont ainsi ressenti une nouvelle responsabilité vis-à-vis de ces jeunes fascinés par une idéologie perverse et sanguinaire. Dans les premiers mois de son quinquennat, le président de la République, se rendant au Festival d'Avignon à la recherche d'un grand projet culturel, déclara « Je recherche cette grande idée qui devra être partagée. Ce n'est pas simplement une volonté présidentielle, cela doit être l'occasion d'un rassemblement large qui doit marquer un mandat. Mais ce grand projet ne devait pas être simplement un grand équipement. Il n'est plus besoin de chercher ni une grande idée partagée, ni comment provoquer de larges rassemblements. Des millions de Français sont descendus dans la rue pour témoigner de leur attachement à leurs valeurs communes, quand des dessinateurs et des amateurs de musique ont été lâchement assassinés. La loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture est une occasion pour moi ratée. Dans la gravité du moment, elle porte en elle un vice originel, né de la fusion de deux projets de loi, l'un sur la création, l'autre sur le patrimoine. Le projet de loi CAP est devenu, au fil de 3 années d'atermoiement, la loi sans cap. Un catalogue disparate, touffu, de réponses à des revendications sectorielles. Il fallait un texte de communion nationale. Nous avons un texte sans âme. Un texte dont l'extrême complexité, sans égale dans l'histoire de notre ministère de la Culture, aurait nécessité, pour que les députés fassent au mieux leur travail, un temps d'audition et d'approfondissement important. Hélas, il n'en fut rien. Certes, je tiens à souligner la qualité du travail de notre rapporteur, Patrick Bloch, de son écoute, comme de sa connaissance d'un palette des actions du ministère. Mais nous ne saurions passer sous le silence qu'en première lecture, toutes les auditions et l'examen du projet en commission se seront déroulés en période de vacances parlementaires et qu'en deuxième lecture, alors que le texte avait été largement remanié par le Sénat, les temps laissés pour le dépôt des amendements ont été des plus réduits. Pire encore, plusieurs importants amendements nous ont été carrément présentés en commission et surtout, l'absence de toute étude d'impact sur des sujets particulièrement complexes aux conséquences difficilement prévisibles constitue une prise de risque réelle que nous regrettons. Madame le ministre, dans de telles conditions, vous n'avez pas la partie facile. Il m'aurait été agréable, au moment de votre arrivée dans vos fonctions, de vous faire part de notre satisfaction. J'ai en effet la conviction, chevillée en moi depuis de longues années, depuis que je présidais la Fédération nationale des élus à la culture, ce bel exemple de groupe de réflexion et d'études fondé par Jacques Duhamel et Jacques Rallit, que la culture dépasse souvent les frontières des engagements partisans. Et je sais également, Madame la Ministre, votre engagement sincère pour la culture, ainsi que la qualité de votre travail au CNC. Pourtant, dans ce texte aux 1000 facettes, plusieurs mesures ont recueilli notre soutien. Mais nous ne pouvons en revanche ni approuver la confusion générale qu'introduit ce texte, ni certaines dispositions qui sont dangereuses et sur lesquelles nous aimerions vous convaincre. C'est pourquoi notre groupe présente cette motion de renvoi en commission. Les points qui nous posent particulièrement question sont les suivants. Le premier article, la création artistique et libre, à la sobriété puissante des textes que l'on garde en mémoire. Il répond à un besoin du moment où la liberté peut être mise en cause. Nous l'approuvons. Nous sommes en revanche très réservés sur l'article 2. À vouloir définir toutes les missions de l'État, des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, ce texte de plus de 2 pages perd la force ramassée, le souffle visionnaire du formidable décret de 1959 écrit de la main d'André Malraux. Pour cet article, nous aurions donc préféré le renvoi de cette énumération à un décret. L'article 3,
qui donne une existence légale aux nombreux labels existants dans le spectacle vivant où les arts plastiques répondent à un besoin. Nous en approuvons le principe, mais nous aimerions que celui-ci soit assorti d'une réflexion sur le nombre et la répartition de ces labels sur le territoire national. Le caractère souvent automatique de leur recondition nous interroge également. Par ailleurs, les crédits en faveur de la création ont chuté de 40 millions durant le quinquennat, passant de 788 millions d'euros en 2012 à 746 millions en 2016. Les chapitres 2, 3 et 4 comportent des dispositions techniques sur les garanties dont disposent les artistes. Depuis Beaumarchais, le droit d'auteur est le terreau fertile sur lequel a prospéré la création. Si la France est encore une terre fertile de littérature, de cinéma, de musique, mais aussi dans le domaine du patrimoine, c'est en grande partie grâce à notre arsenal législatif. Nous avons approuvé la plupart des articles proposés, mais nous estimons que sur 2 points essentiels, il nous manque une étude d'impact qui nous paraît indispensable compte tenu des enjeux. Il s'agit à l'article 7 bis AA de l'assujettissement de la rémunération pour copie privée de certaines pratiques de copie dans le cloud et aux articles 10 quinquies et octies des quotas garantissant la production indépendante. Quant à l'article 11 ter sur les chansons francophones, mieux vaut ne pas céder au chant des sirènes et préserver l'existant. D'une manière générale, votre gouvernement doit porter une attention toute particulière à ne pas entrer en contradiction avec lui-même. Le risque est fort, si vous n'y prenez garde, qu'au cours de l'examen du projet de loi numérique, certaines dispositions n'aillent à l'encontre de la protection de nos industries culturelles. Sur l'article 17A, j'ai trop mené durant ces derniers mois la bataille avec Catherine Morin-Desailly pour que votre majorité revienne sur la suppression de tous les crédits de l'État au Conservatoire dans le budget 2015. Pour ne pas vous savoir agréé, Madame la Ministre, et avant vous, Fleur Pellerin, d'être en partie revenu dans le budget 2016 sur ce qui a été une faute aux conséquences très graves sur notre tissu culturel. Un non-sens par rapport à l'ambition de démocratisation culturelle qui fait depuis ses origines la fierté du ministère de la Culture. Mais soyons clairs, ce n'est qu'un premier pas. Les crédits dévolus au Conservatoire sont passés de 30 millions d'euros en 2012 à 13 millions en 2016, alors même que le champ des écoles couvertes par les dernières circulaires est élargi. Aussi, l'amendement du gouvernement, le AC 214, déposé en commission, qui abroge purement et simplement l'article L 216-2.1 du Code de l'éducation, qui prévoyait que l'État transfère aux départements et aux régions les concours financiers pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région, nous donne le désagréable sentiment d'être pris pour des dupes. Nous regrettons également l'abandon du principe de chef de filade de la région, qui avait été introduit par le Sénat. Le titre 2 de votre projet de loi consacré au patrimoine culturel et à la promotion de l'architecture est celui qui suscite de notre part, comme en première lecture dans cette Assemblée au Sénat, les plus fortes réserves. Le Sénat a ainsi totalement réécrit l'article 30 sur l'archéologie préventive. Tout le monde connaît la situation. L'INRAP est un établissement public indispensable, comportant des agents de qualité et passionnés, mais qui, depuis des années, fait l'objet de nombreuses critiques par tous les organismes de contrôle d'État pour la gestion déficiente. On sait par ailleurs que le personnel de cet établissement a une longue pratique des conflits sociaux qui n'incitent pas à la réforme efficace. Certes, son mode de financement par une taxe prélevée sur les chantiers de construction donne des recettes fluctuantes. Vous avez résolu ce point en budgétisant cette redevance dans le budget 2016, gonflant artificiellement le taux de progression de votre budget. Et vous savez vous-même parfaitement, Madame la Ministre, combien, quand vous répétez que votre budget a augmenté de 2,6%, il s'agit pour plus de 110 millions d'un artifice comptable, la progression n'étant en réalité que de 1%, ce qui est tout de même mieux que les 2 premiers budgets catastrophiques de ce quinquennat. Il s'agit un peu de mauvaise foi ou de l'inconscience quand votre majorité justifie les modifications que vous introduisez à la loi 2003 en affirmant que vous rétablissez une concurrence saine avec les professionnels du secteur privé et les services d'archéologie des collectivités territoriales. Je peux en revanche dire qu'il y a une forme d'écœurement chez les agents de ces collectivités territoriales et chez tous les élus qui ont soutenu envers et contre la création de ces services locaux
souvent de très bonne qualité, à se voir ainsi quelque peu méprisés. En réalité, au lieu de trouver des mesures incitatives pour l'INRAP, vous ne faites que donner l'assurance à cet établissement, au demeurant utile, d'obtenir travaux échecs, même sans incitation à se réformer. Et vous faites courir le risque de revenir à la situation antérieure à la réforme de 2003, avec un allongement des délais d'opération de fouille, une tarification excessive, sans la garantie d'une amélioration de la qualité des prestations. À l'article 24, devant l'affront de tout le secteur du patrimoine, des associations, des élus de tous bords, vous avez heureusement viré de bord, adoptant les dispositions du Sénat et revenant ainsi à l'esprit des propositions et amendements que j'avais déposés sans succès au nom de notre groupe en première lecture. L'urgence n'est pas en effet à modifier une législation qui a permis depuis la loi de 1913 de préserver l'essentiel, mais l'urgence, c'est de redonner à l'État les moyens à la fois d'entretenir son patrimoine et aussi d'aider les collectivités et les propriétaires privés à faire de même. Soyons clairs, ce qui était attendu, Madame la Ministre, c'était une loi de programmation. Depuis 2012, nous assistons à une forte baisse des crédits du programme patrimoine, qui, de 860 millions d'euros en 2012, chute à 746 millions en 2014. Niveau quasi maintenu en 2016, si on fait abstraction de l'artifice rebudgétisation l'IRAP dont je viens de parler. La même inquiétude apparaît pour le petit patrimoine. La Fondation du patrimoine voit s'effondrer en 2016 les recettes tirées du budget de l'État via les successions vacantes, qui passent d'un montant annuel de 10 millions à 4 millions d'euros. Ceci est d'autant plus préoccupant qu'il y a une chaîne historique dans les métiers du patrimoine et que si on brise à un moment les travaux, on brise cette chaîne. Concernant les abords, la nouvelle possibilité d'adapter la règle des 500 mètres n'était pas une priorité. Cette possibilité d'adaptation existait déjà et cette règle avait la robustesse de la simplicité. Elle faisait d'ailleurs l'objet de quasiment pas de contentieux. La nouvelle disposition, en revanche, va nécessairement générer un grand flou. Et comme les ABF sont déjà submergés, que tous les maires de France ne sont pas nécessairement des amoureux de vieilles pierres, il est à craindre que dans certaines communes, le patrimoine en pâtisse très sérieusement. En tout cas, c'est ce que pensent les associations du patrimoine. Le minimum que nous aurions à faire est d'ailleurs de rétablir une notion plus cohérente des abords, la protection des abords d'un monument touchant à la qualité de son environnement et non, comme il nous est proposé dans le texte que nous examinerons tout à l'heure, une cohérence d'ensemble, qui ne veut pas dire grand-chose. Concernant l'abandon des secteurs sauvegardés et des ZPPUP à VAP, le Sénat nous propose en réalité de quasiment maintenir les anciens régimes de protection. Le monde du patrimoine respire, les élus sensibles à cette cause aussi. Toutefois, désormais placés sous la bannière commune, nous avons entendu Madame la ministre, de sites patrimoine protégés, la distinction entre secteur sauvegardé et PVAP, le nouveau sigle, apparaît affaiblie puisqu'elle ne permet plus de différencier clairement le patrimoine exceptionnel du patrimoine de qualité sans être remarquable. Je vous vois sourire, nous en parlerons plus tard. Ce manque de lisibilité est déjà reproché par les professionnels du patrimoine que j'ai interrogés depuis. L'introduction d'une réglementation sur les éoliennes est également une demande très forte des associations du patrimoine. Si un champ d'éoliennes en pleine mer lui confère une forte efficacité, l'éolienne unique, plantée pour des intérêts souvent purement financiers du propriétaire du terrain, à quelques centaines de mètres d'un monument historique, nuit clairement à l'intérêt général. J'attire donc votre attention, chers collègues, sur les dangers d'adopter des amendements qui feraient perdre tout intérêt à la nouvelle protection envisagée. Si j'en crois nos débats en commission, il nous faudra être très vigilants sur ce point au cours des débats. Je vous vois sourire, monsieur le rapporteur, je sens que ça va être musclé. Dans le domaine de l'architecture, ce projet de loi apporte des avancées réelles. Nous en viendrons à regretter que ces éléments n'aient pas fait l'objet d'un texte spécifique, qui aurait mieux mis en valeur l'importance de la question architecturale et urbaine dans notre société. À cet égard, j'ai proposé un amendement permettant d'ouvrir le capital des agences d'architecture. En effet, il ne faut pas se leurrer.
En dehors de quelques grands noms, l'architecture française aujourd'hui s'exporte mal, car elle ne dispose pas d'équipes suffisamment puissantes et diversifiées pour affronter la complexité dans les grandes compétitions internationales. De la même façon, les jeunes agences prometteuses ne peuvent bénéficier de la dynamique des start-up qui s'appuient sur des financements extérieurs leur permettant d'accéder plus rapidement à la notoriété. L'architecture est le seul domaine artistique qui reste fermé à ce type de montage financier, à la différence du monde de la mode, par exemple. Madame la ministre, en touchant à trop de domaines, ce projet de loi fait apparaître en creux l'absence de lisibilité de la politique culturelle depuis 4 ans. Il y a même à mes yeux quelque chose d'angoissant dans ce texte touffu, souvent trop technique, parfois sans véritable courage. Confère les quotas sur la musique française, l'INRA, il faut conclure, mon cher collègue. J'achève, merci Madame la Présidente. Catalogue des préoccupations professionnelles qui répond bien mal à l'angoisse du moment. Jacques Duhamel, successeur rigoureux et inspiré de Malraux, écrivait « La culture est la principale réponse au désarroi de l'homme moderne ». Ce texte, que j'avais appelé en première lecture la loi Macron de la culture, et que j'appelle désormais la loi sans cap, n'apporte pas de réponse lisible, de réponse enthousiasmante. Madame la ministre, pour notre groupe, ce projet de loi est, malgré certaines avancées, encore très insatisfaisant. C'est pourquoi nous vous proposons un renvoi en commission.